comment se fait-il que pendant 3 ans et 4 mois, en fait, toute cette oligarchie qui tient le pays, qui sont des représentants du deep state, ait en quelque sorte poussé Biden à être candidat quand même. Et puis il y a un échec d'un attentat contre Trump, et d'un seul coup, il change de pied. Nous venons d'apprendre donc que Joe Biden finalement renonçait à se présenter à l'élection présidentielle américaine. L'annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans une lettre à la nation, Joe Biden annonce au peuple américain qu'il renonce à se présenter à la présidentielle de novembre prochain. C'est le plus grand honneur de ma vie, d'avoir servi en tant que président. Mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer. Depuis plusieurs semaines, sa santé était au cœur de toutes les préoccupations. Avait-il toutes ses capacités cognitives? Doute exacerbé après sa prestation calamiteuse au premier débat face à Trump, où il ne parvenait même pas à finir ses phrases. Il faudra s'occuper de... vous voyez, si... Les uns après les autres, les élus démocrates le pressaient de renoncer à la course à la Maison-Blanche. Même l'acteur George Clooney, soutien indéfectible, l'appelait à se retirer. Alors qui pourrait être candidat à sa place? La vice-présidente Kamala Harris semble être la candidate naturelle pour lui succéder. Mais le Parti démocrate pourrait aussi choisir un nouveau candidat en août prochain à la Convention. Alors j'en profite pour faire un petit peu une réaction en direct, pour dire 2-3 choses quand même qui me semblent assez importantes. La première, c'est qu'évidemment, pas grand monde est surpris de ce renoncement. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'agenda, la chronologie des événements. Parce que, en fait, ce qui est surprenant, ça n'est pas qu'il renonce à être candidat, c'est qu'il renonce maintenant. Je rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2020, il avait déjà montré qu'il n'était quand même pas tout à fait au sommet de son esprit, de ses forces intellectuelles. D'ailleurs, je crois que Donald Trump l'avait surnommé Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe le dormeur. Et donc ça, c'était déjà pendant la campagne présidentielle. Il a 81 ans aujourd'hui. Donald Trump en a 78, donc il n'y a seulement que 3 différences d'âge. Mais à l'évidence, Donald Trump a quand même s'il a sans doute aussi quelques absences ou quelques pertes de mémoire, c'est quand même quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne très vite et très bien, ce qui n'est pas le cas de Biden. Et rappelez-vous, il y a eu cet épisode un peu croquignolet qui a fait rire la planète entière. C'était le 19 mars 2021, lorsque l'on a vu Joe Biden qui montait à bord de son avion Air Force One et qui s'est à 3 reprises s'est cassé la figure dans l'escalier qui le menait à son avion. Donc là, à partir de ce moment-là, les gens commençaient à se dire qu'il y avait quand même un sacré problème avec Joe Biden. Or, ce problème n'a fait que se développer, et de pire en pire. Il a eu des absences, des mots pour d'autres, etc. Et c'était en train de s'aggraver. Donc ça fait quand même, depuis le 19 mars 2021, ça fait quand même 3 ans et 4 mois que, normalement, les élites américaines auraient dû se dire ce monsieur ne peut pas se représenter pour 4 ans de nouveau à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un qui va déjà avoir du mal à terminer sa présidence, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc pourquoi, c'est la première question, pourquoi est-ce qu'il a quand même été candidat? Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il soit candidat? Et la question se prend une allure encore plus importante lorsque l'on se rappelle que lorsque la campagne a commencé, il y a quelques semaines, c'était le 27 juin, il y a eu ce fameux débat qui a été absolument calamiteux face à Donald Trump, où le peuple américain et la planète entière a pu découvrir que Joe Biden ne savait plus ce qu'il disait n'importe quoi. C'était un désastre médiatique. C'était le 27 juin. Et à ce moment-là, dans le monde entier, tout le monde a dit il ne peut plus continuer, il faut qu'il renonce à être candidat. Et il ne s'est rien passé. Il a continué à dire qu'il serait candidat, à être candidat. Et d'ailleurs, sa vice-présidente, Kamala Harris, a dit oui, il avait eu un peu de mal à démarrer ce débat, mais il sera toujours candidat. Pourquoi? Quelles sont les personnes qui sont derrière, qui ont poussé à ce qu'il soit candidat, encore et contre tout? Et puis, il y a quand même eu un événement non négligeable, qui est le 13 juillet. Le 13 juillet, la tentative d'assassinat contre Donald Trump. 13 juillet, tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump. Et 5 jours après, le 18 juillet, très exactement, j'ai vérifié les dates, on a vu dans la presse mondiale des indiscrétions émanant de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis,
mais aussi de Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre des représentants démocrate, qui, le même jour, ont dit que ça suffisait comme ça, il fallait que Joe Biden réfléchisse à l'idée de s'en aller. Alors moi, je trouve ça quand même très étonnant. On va dire bien sûr que je suis complotiste et conspirationniste, mais comment se fait-il que pendant 3 ans et 4 mois, en fait, toute cette oligarchie qui tient le pays, qui sont des représentants du Deep State, ait en quelque sorte poussé Biden à être candidat quand même, et puis il y a un échec d'un attentat contre Trump, et d'un seul coup, il change de pied. Alors, vous savez que Obama a la réputation d'être un des dirigeants les plus importants des États-Unis. Joe Biden était d'ailleurs son vice-président. Il y avait d'ailleurs, on avait vu il y a quelques années circuler une vidéo qui était absolument tragique, où on voyait Obama qui était le maître de cérémonie alors qu'il n'était plus président. Le vrai président était Joe Biden, et Joe Biden le suivait comme un toutou. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a l'impression que l'attentat raté contre Trump a été le facteur déclenchant pour Obama, pour Nancy Pelosi, de dire à Biden il faut qu'il dégage. Je note d'ailleurs que Obama a été l'un des tout premiers à réagir à l'attentat contre Trump en donnant le là à l'ensemble des dirigeants du monde occidental en disant c'est scandaleux, c'est une attaque contre la démocratie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'était pas une attaque contre la démocratie, c'était une attaque contre Donald Trump. Voilà. Et donc il y a eu tout un narratif qui donne à penser bien qu'en fait, alors je pousse le bouchon sans doute un peu loin, mais que finalement, on a l'impression que tout se passe exactement comme si Obama et un certain nombre de personnes attendaient quelque chose qui ne s'est pas produit vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, je ne corse pas mon propos, puisqu'il y a une vidéo qui circule où on a vu Madame Victoria Nuland, l'ancienne sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, qui est une femme que je ne présente plus, et qui a une vidéo qui a circulé beaucoup où elle a dit que, de toute façon, il y avait une mauvaise surprise pour Donald Trump. Cannot not ask you the question. If Trump is elected, what will happen to Ukraine? Will he agree to give Putin his demanded territories? Well, first of all, I don't believe Donald Trump will be elected by the American people. This man is a felon. He is a liar. He is not a supporter of basic U.S. democratic freedoms and principles. He's talking about locking up Americans, locking up immigrants, hurting our economy, etc. So I don't think that Donald Trump is going to be president. So if that's what Putin's betting on, he's going to get a unhappy surprise, I think. Donc des mots qui étaient quand même assez menaçants. Voilà. Alors vous avez compris ce que je sous-entends, c'est que je dis qu'il est possible, ce n'est évidemment pas certain, c'est une suggestion, c'est une hypothèse, mais il est possible que quand même l'État profond américain espérait que d'une façon ou d'une autre, Donald Trump soit dégagé pour maintenir Biden. Et pourquoi l'espérait-il ? Parce que Biden, c'est un béni oui-oui, hein, c'est un yes man, comme on dit en anglais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait absolument ce que les gens qui tiraient les ficelles derrière lui, c'est-à-dire Obama, voulaient qu'il fasse. Alors maintenant, où est-ce que l'on va ? On va dans une situation qui est pas tout à fait sans précédent. Le 31 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam, le président Lyndon Johnson avait surpris tout le monde en disant que finalement il ne serait pas candidat à être réélu. Vous savez qu'il avait succédé à Kennedy le 22 novembre 1963. Il était son vice-président. Et donc en 1968, il avait été réélu donc en 1964. Plus exactement, il avait été élu une première fois en 1964 en tant que président cette fois-ci. Il était le président sortant, il avait été quelques mois. Mais en 68, il aurait dû se représenter. Il y avait renoncé pour des raisons diverses et variées, on ne sait pas exactement pourquoi, enfin c'était en pleine guerre du Vietnam. Et donc ça avait pris le camp démocrate un petit peu à comment dirais-je, en porte-à-faux. Il avait fallu qu'il trouve rapidement un candidat pour lui succéder. Mais on était encore dans la période des primaires, alors que là, on est très avancé, les primaires sont terminées, il va y avoir la convention démocrate qui devait normalement consacrer le sacre de Joe Biden. Ce qui n'aura pas lieu puisqu'il vient juste de démissionner de sa candidature à la candidature. Donc c'est un peu sans précédent, je crois, en tout cas dans l'histoire récente. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que maintenant, les délégués qui ont été élus, il y en avait eu 92% des délégués qui avaient été élus en faveur de Biden. Ces délégués se retrouvent désormais libres de voter pour qui ils le souhaitent comme candidat à la présidence. Joe Biden, quand il a annoncé qu'il ne serait plus candidat, a appelé à soutenir Kamala Harris. Kamala Harris,
c'est sa vice-présidente qui, si elle était présidente des États-Unis, remplirait toute une série de nouveautés. Ça serait la première femme présidente des États-Unis, première femme afro-américaine, puisqu'elle est en partie d'origine afro, mais aussi indo-américaine, puisqu'elle a une partie de sa famille qui est originaire du Tamil Nadu. Ce qui montre d'ailleurs au passage, quand on réfléchit, que Vance, le vice-président désigné par Trump pour le ticket, a, comme je l'ai expliqué récemment, une épouse qui est de l'Andhra Pradesh, et Kamala Harris elle-même descend en partie d'une famille indienne du Tamil Nadu, qui est l'État au sud de l'Andhra Pradesh, sur la côte est de l'Inde. C'est intéressant du point de vue historique, sociologique, sur l'évolution des élites qui dirigent les États-Unis d'Amérique et où le facteur européen, qui jadis était de 100%, est désormais de moins en moins prépondérant face à ce peuple de plus en plus bigarré, de plus en plus cosmopolite. Alors, est-ce qu'elle va être la présidente adoubée ? A priori, elle a de solides atouts. C'est la vice-présidente sortante. Elle est désignée par Joe Biden. Elle est quand même dans les petits papiers de Barack Obama, qui a en partie fait sa carrière lorsqu'elle a été élue sénatrice de Californie. Elle a également, elle est très connue. Elle est connue de l'ensemble des Américains en tant que vice-présidente. Et alors que beaucoup de des éventuels autres candidats ont des notoriétés quand même beaucoup plus limitées, des notoriétés locales ou régionales. C'est évidemment un événement très important qui donne quand même à penser que c'est plutôt ça renforce encore le poids de Donald Trump, qui a d'ailleurs fait une réaction tout de suite en brocardant un petit peu méchamment Joe Biden et en disant que de toute façon quiconque lui serait opposé, et il a évoqué lui-même les noms de Kamala Harris, de Hillary Clinton et de Michelle Obama, donc des trois, le trio des femmes. Il a évoqué lui-même ça en disant que de toute façon, eh bien, il les massacrerait tous. Enfin, je sais pas, il a peut-être pas dit le mot massacre, c'est peut-être un mot un peu, mais enfin, il a dit quelque chose que ça, il les réduirait leur concurrence en poussière. Au passage d'ailleurs, Donald Trump, on a appris, a téléphoné à Zelensky pour lui dire qu'il allait mettre un terme à la guerre en Ukraine. J'ai d'ailleurs trouvé assez étonnant la presse française, c'est un petit détail, mais j'ai lu sur toute une série d'articles, je pense qu'ils ont repris une dépêche AFP, assez incroyable, puisque le verbe qui était utilisé, c'était Donald Trump promet à Zelensky la fin de la guerre en Ukraine. Je ne crois pas que ça soit exactement ce que souhaite Zelensky. Zelensky ne souhaite pas que la paix arrive au plus vite. Zelensky souhaite que la Russie soit battue, ce qui est tout autre chose. Alors que lorsque Trump dit que s'il est président, il arrêtera tout de suite la guerre, que la paix sera rétablie, ça sent pas très bon, en fait, pour Zelensky lui-même. Mais la presse française est en train de présenter ça à sa manière. Temps de voir la suite des événements, parce que vous l'avez compris, si Trump est élu président des États-Unis, il a des défauts considérables, il a des prises de position sur toute une série de sujets qui sont, vus de France en tout cas, qui sont quand même assez difficiles à accepter ou à admettre, mais il a aussi quand même l'immense mérite de s'opposer au Deep State, de vouloir obtenir la paix en Ukraine et face à la Russie, de s'opposer en fait à la mainmise des oligarques sur les États-Unis, en fait de s'attaquer directement au Deep State. En fait, Donald Trump est l'allié objectif des BRICS, c'est-à-dire de tous ces peuples du monde qui se reconnaissent dans les BRICS, c'est-à-dire de tous ces peuples qui ne veulent pas que l'on en finisse avec les États-nations. Et Donald Trump est l'allié objectif de tous ceux, en France notamment, qui veulent faire prévaloir la souveraineté nationale par rapport aux forces mondialistes. Il n'est pas sûr que face à quelqu'un comme Donald Trump, Kamala Harris, si c'est elle qui est définitivement choisie comme candidate, arrive à faire un jeu égal, voire à le battre. Rien n'est moins sûr, on verra ça en tout cas le 5 novembre. Que pensez-vous de cette analyse de François Asselineau ? N'a-t-il pas raison de relier le timing du retrait de Biden à l'échec de la tentative d'assassinat contre Donald Trump ? En tout cas, tout porte à croire que les démocrates attendaient vraiment quelque chose arrive à Trump pour maintenir Biden dans la course. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'après cette tentative d'assassinat de Trump, on apprend que Biden est testé à nouveau positif au Covid-19, et quelques jours après il annonce son retrait. C'est comme si le test du Covid-19 était un prétexte pour que personne ne soupçonne que son retrait est lié à l'échec de l'attentat contre Trump. Bon, partagez avec nous vos avis en commentaire. Les 5 questions auxquelles le Secret Service devra répondre à la suite de l'attentat contre Donald Trump sont: 1. Comment le tireur a-t-il pu accéder au toit du bâtiment voisin ? Thomas Matthew Crook a accédé à un toit situé à environ 400 pieds de l'endroit où se trouvait Trump, un point vulnérable connu avant l'événement. Les experts questionnent pourquoi personne ne se trouvait sur le toit ou ne protégeait le bâtiment pour empêcher un tel accès.
2. Pourquoi la ligne de mire entre le toit et la zone où se trouvait Trump n'a-t-elle pas été bloquée? Il a été suggéré que la ligne de mire entre le tireur et Trump aurait dû être obstruée, empêchant ainsi le tireur de voir et de viser directement Trump. 3. Pourquoi les alertes concernant la présence suspecte du tireur n'ont-elles pas été prises en compte ou communiquées efficacement? Des témoins oculaires et un policier avaient repéré Crook avant qu'il ne tire. Malgré les alertes à la police, il a pu continuer à se déplacer et à tirer. On se demande pourquoi ces informations n'ont pas été transmises aux agents chargés de la protection de Trump. 4. Pourquoi la coordination entre les services secrets et les forces de l'ordre local a-t-elle échoué? Crook a tiré depuis une zone patrouillée par des agents des forces de l'ordre local et de l'État. La coordination et la formation des agents locaux semblent avoir été insuffisantes pour répondre efficacement à la menace. 5. Pourquoi les mesures de sécurité demandées par l'équipe de Trump n'ont-elles pas été renforcées avant l'événement? Le Secret Service a nié avoir rejeté une demande de renforcement du personnel de sécurité faite par l'équipe de Trump. Cependant, des questions subsistent quant à savoir si suffisamment de ressources et de personnel ont été alloués pour garantir la sécurité de l'événement. Vous vous rappelez que dans une de mes dernières vidéos j'ai partagé avec vous un extrait dans lequel la patronne du Secret Service fuyait devant les élus républicains. Regardez, dites-nous ce que vous en pensez. À bientôt. Chacun d'entre nous a des questions à vous poser. Nous n'avons reçu aucune réponse. C'est très décevant. Je devrais appeler à votre démission. Vous devrez répondre à nos questions maintenant sur les menaces de mort proférées à l'encontre de Donald Trump et de lui permettre d'aller à Pennsylvanie. Vous avez été alerté qu'il y avait quelqu'un, toute la situation avait été identifiée 1 heure auparavant. Et vous les laissez monter sur scène sans lui donner connaissance de ce qui se passe. Donc démission ou explication totale maintenant? Laissez-moi juste dire que nous sommes à la Convention nationale des Républicains et je ne veux pas déranger l'hospitalité des partenaires. Nous pouvons trouver un endroit où aller dès maintenant. Je suis ravi de répondre à vos questions, mais nous le ferons au moment approprié. We'll leave with you then. No, we're going with you. We're going with you. Ladies and gentlemen, please welcome Afghanistan veterans. Go ahead, son. Nous ne voulions pas qu'un agent monte sur un toit pentu, l'excuse insensée de la patronne des services secrets. Ce bâtiment en particulier a un toit en pente à son point le plus haut. Il y a donc un facteur de sécurité à prendre en compte, a lancé Kimberly Schittle pour justifier l'absence de ces agents là où était posté le tireur. La décision a été prise de sécuriser le bâtiment de l'intérieur. Insurmontable pour les services secrets, l'inclinaison du toit n'a pas empêché Thomas Crook de s'approcher à 120 mètres de Donald Trump pour lui tirer dessus. Découvert par le public, Thomas Crook était aussi dans le viseur des snipers puisqu'il a été abattu 3 secondes après avoir fait feu, ce qui pose encore de nombreuses questions sur les incohérences manifestes du comportement des services secrets, USSS. Incohérences qui ne passent ni auprès du public, ni des élus républicains, qui ont pourchassé Kimberly Schittle lors de la Convention nationale des républicains pour obtenir des réponses qu'ils n'ont pas obtenues, comme vous le montre la vidéo. À croire une source irréprochable citée par Dan Bongino, ex-USSS, quelqu'un devait se trouver sur le toit mais ne s'est pas montré. Personne ne sait pourquoi. Et l'administration Biden aurait demandé à la patronne de l'USSS de se taire si elle voulait garder son poste.